Bonjour et bienvenue dans Colloquium, ce numéro exceptionnel dans lequel nous recevons un artiste, Jean-Daniel Roher, qui vient du Canada et donc qui est à Abidjan en résidence pour restituer un travail de 2 mois, c'est cela? 3 mois. De 3 mois, dans le cadre de la nuit abidjanaise des galeries, donc Abidjan Art Week. Bienvenue Jean-Daniel. Merci. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir également des étudiants de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan, avec qui nous espérons que cet échange sera fructueux. On va commencer par par te demander, si tu me permets de te tutoyer, par te demander de te présenter à nous et aux étudiants qui nous regardent aujourd'hui. Bonjour Cesc, merci de l'invitation, merci à la galerie Eureka, merci à Sandrine, merci à vous toutes et vous tous d'être présents un samedi matin, enfin après-midi. Et donc, comme a dit Cesc, je viens du Canada, je suis artiste peintre. Je vis de ma peinture depuis 25 ans, uniquement de ça. Je suis originaire de la Suisse, je suis né en Suisse. J'ai immigré au Canada à l'âge de 29 ans, où je travaillais à l'époque dans les communications, en graphisme, en publicité. Parallèlement, je peignais déjà. Ma première exposition date de 1986 en Suisse, à Montreux, donc ça fait un petit bout. Et puis voilà, donc mon parcours se fait principalement en Amérique du Nord, au Canada et en Suisse. Et c'est une ville, Montréal, où j'habite, où j'ai mon atelier, où je me suis vraiment épanoui. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la Côte d'Ivoire, Abidjan, l'année dernière, lors d'une résidence qui était organisée par l'Afro-Musée, un musée d'art africain, un centre culturel qui fait la promotion de l'art africain et qui avait organisé une résidence ici. Et c'est à cette occasion que je suis venu en Côte d'Ivoire. Pour la toute première fois? Pour la toute première fois, il y a une année. Et dans ce cadre-là, on avait fait une visite de différents lieux, dont l'Institut, que j'avais eu l'honneur de découvrir, qui m'avait beaucoup impressionné, que je trouvais ça vraiment formidable, toute l'effervescence. L'Institut, on parle bien de l'INSAC? Oui, l'INSAC, oui. Okay. Et par la suite, on nous a mis en contact avec différents intervenants de l'art. On a eu la chance de visiter différentes fondations, les musées ici, dont la galerie Eureka, que j'ai approchée par la suite, et où j'avais le désir éventuel de pouvoir être représenté par une galerie ici en Côte d'Ivoire. Et la galerie ici a accepté. C'est la raison pour laquelle je suis ici maintenant, pour une résidence de 3 mois. Je suis en train de faire un corpus d'œuvres qui va être présenté ici au mois d'avril. Merci beaucoup, Jean-Daniel. J'espère que nos amis étudiants qui nous suivent ont entendu cette belle présentation. Nous, une fois encore, nous te disons bienvenue en Côte d'Ivoire, bienvenue à Abidjan. Akouaba. Akouaba. Ici, ouais. Et ce qui nous intéresse vraiment avec les étudiants, c'est que je me rappelle que dans une de nos conversations, tu avais parlé de ce rapport-là que tu as ici, à la création et de ce que ta visite à l'école des beaux-arts justement a déclenché ou à raviver en toi. Donc j'aimerais vraiment que tu nous parles de cela, de ton rapport à la création et de ce que tu as trouvé justement d'intéressant dans cette visite à l'école des beaux-arts. Ok, il y a deux choses. Mais ma constatation, ce qui m'a vraiment réjoui ici, c'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Ce que j'ai constaté ici avec l'INSAC, ou bien le Centre technique des arts appliqués, c'est qu'il y a encore ici des écoles de beaux-arts. En Amérique du Nord, étonnamment, il n'y a plus d'école de beaux-arts en tant que telle. Tous les artistes sortent du circuit universitaire. Donc, c'est des universitaires qui sont formés souvent à parler beaucoup d'art et à moins le faire, parce que j'ai vu ici que vous avez beaucoup de cours pratiques, vous êtes dans la matière, vous êtes...
Et étonnamment, en Amérique du Nord, au Canada, je vais parler du Canada puisque c'est un domaine que je connais plus particulièrement, les gens sortent, les élèves, les étudiants sortent du milieu universitaire. Donc, ça fait déjà une filière qui vient un peu, je vais dire, hermétique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais où ces jeunes qui sortent de ce milieu-là sont déjà repérés par des centres d'art, par des musées, par des fondations qui vont les inviter et tout, et ils vont suivre une filière. Souvent, ces artistes-là vont être eux-mêmes des professeurs dans ce milieu-là. Et ça donne des cordes d'étudiants qui forment ce qu'on peut appeler, ce que je pourrais appeler les nouveaux penseurs de ce qui est l'art actuel, l'art contemporain, tout ça. Également suivi maintenant avec des commissaires, où le rôle de commissaire et le discours des commissaires deviennent aussi importants que les artistes. Donc, on arrive dans ce canal-là qui est formé par des universitaires. Parallèlement, il y a des artistes, et j'en suis un exemple, qui est, pour ma part, où je ne suis pas issu du niveau universitaire. Moi, je viens des arts graphiques, où j'ai développé mon art par la force des choses, où j'ai comment développé mon vocabulaire, mon style, tout ça. Et je suis de ce qu'on appelle dans le couloir des artistes dites commerciales. Donc, il y a ces deux courants qui se font entre ce milieu universitaire et ce milieu de galerie commerciale. Et les deux ne se parlent pas forcément. Ce que j'ai constaté ici, c'est qu'il y a un mélange entre les deux, où les artistes, tous les intervenants de l'art, tout le monde, il y a une cohésion, il y a un intérêt qui est vraiment, qui est pas cloisonné. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment réjoui ici. J'aimerais passer peut-être la parole à l'un d'entre vous, à quelqu'un, pour poser une question, parce que à partir de ce que tu viens de dire, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant à l'intérieur, parce que chez nous aussi également, il y a depuis quelques années l'introduction de ce qu'on appelle le système LMD. Donc en fait, qui a été introduit dans l'enseignement des beaux-arts. Donc il y a en fait ce que tu viens de montrer, je ne sais pas si je dois dire ce rapprochement ou cette substitution-là de l'académie sur l'école des beaux-arts traditionnelle. Donc les étudiants, comme ils sont en dedans de la chose, j'aimerais savoir en fait quel est leur rapport à cela. Et comment est-ce qu'ils se situent par rapport au fait qu'à la fois on soit et à l'université et à l'école des beaux-arts? Ce que je pourrais ajouter, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, c'est que tu peux sortir d'un milieu universitaire et avoir un succès commercial. Donc, parce que la finalité de la démarche, idéalement pour un artiste, c'est de pouvoir vivre de son art. Bien sûr, bien sûr. Et, mais étonnamment, par exemple, si on prend l'exemple d'Andy Warhol, qui est vraiment un exemple hyper commercial dans cette société de consommation, par exemple, n'importe quel musée qui va avoir comme une exposition de Warhol va être très très heureux de ça. Donc il y a des fois des petites contradictions. Alors, je veux te poser une question sur ton programme ici. Je sais que tu es là depuis un mois maintenant. Ouais. Un mois maintenant. Et, ça sera quand le vernissage? Le vernissage ici, c'est le vernissage est le 10 avril. Le 10 avril. Le 10 avril, l'exposition va se poursuivre ensuite jusqu'au mois de mai. Et j'ai également la chance d'être programmé dans le Abidjan Art Week, et puis avec toutes les festivités qui l'accompagnent, la nuit des galeries, tout ça. Donc c'est vraiment pour moi une occasion extraordinaire de pouvoir faire partie de cette fête ici abidjanaise. Dans ton travail, en fait, ça c'est mon avis personnel, hein. Il y a comme une sorte d'écho en fait aux formes de représentation africaines. Alors,
Sandrine de la galerie ici, Eureka, m'avait demandé un titre pour l'exposition. Je me suis un peu creusé la tête et puis je pense que ce que j'ai proposé comme titre, ça va s'appeler Humanitude. Humanitude. Humanitude, comme humain et Comme attitude, humain. humanitude. Comment reflétait bien l'âme même de ma peinture. Moi, ce qui me définit un peu, c'est... Bon, je viens de la Suisse, j'ai déjà été très influencé par Alberto Giacometti, grand sculpteur qui est suisse d'origine. Donc, depuis tout gamin, j'ai toujours été fasciné par ces lignes filiformes et tout, qui sont une représentation de la figure humaine qu'on retrouve... Qui est omniprésente dans ton travail, Voilà, en fait, cette qu'on figure. retrouve en Afrique, qu'on retrouve un peu dans toutes les cultures. Et depuis d'ailleurs, ma première exposition en 86 était juste des personnages filiformes, alignés sur papier, à l'encre noire sur papier. Donc pourquoi ce mot humanitude? Ce mot a été créé par, c'est un néologisme, hein, qui a été créé en 1980 par un auteur suisse, un écrivain suisse qui s'appelle Freddy Klopfenstein, qui est bien suisse, qui parlait d'humanitude. Jusqu'à présent, on parlait de l'humanité, donc il s'intéressait vraiment à l'être humain, mais d'une approche, je dirais, plus philosophique, alors que l'humanitude est une approche plus, ce qu'on pourrait dire, anthropologique, à savoir qu'on considère l'être humain comme un animal communicant. Et la communication qui se fait entre êtres humains, c'est basé sur 3 piliers relationnels qui sont la vue, qui sont le toucher, qui est la parole. Et ça, indépendamment du statut ou de l'origine ou de l'état ou de l'ethnie, c'est prendre l'humain en tant que tel, toujours avec un esprit d'ouverture et d'échange. Et un 4e pilier, le principal pour moi, et le plus intéressant, c'est la verticalité. Donc c'est le pilier qu'on va dire pas relationnel mais identitaire. Et c'est ce qui nous définit tous en tant qu'êtres humains, c'est notre verticalité. Et quand j'ai découvert cette notion-là, qui a été reprise d'ailleurs l'humanitude dans les soins infirmiers, qui a été développée en gériatrie par exemple, pour s'occuper des vieilles personnes, qui, par extension, qui devrait s'occuper de tous nos rapports à travers nous, à travers le monde, toujours parler avec bienveillance, parler avec amour, avec intérêt. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que plus une personne est différente, plus elle est intéressante. Parce que ce qui nous fait grandir, ce qui nous nourrit en tant qu'être humain, c'est nos différences. Et dans ce sens-là, je parlais des soins infirmiers pour les vieilles personnes. Quand on arrive en fin de vie, on est plus vulnérable. Donc les gens plus vulnérables, que ce soit les enfants, tout le monde et tout, on doit les approcher toujours aussi avec cette manière rassurante et bienveillante. Mais comme je disais, ces 3 piliers relationnels, ce pilier identitaire qui est la verticalité, je trouve qu'il y avait une universalité dans ce concept qui était formidable, qui me rejoignait, qui me rejoint, où j'ai pu mettre un terme finalement sur mon propos que j'exploite depuis, que je développe depuis plus de 40 ans maintenant dans ma peinture. Et voilà, donc c'est ce que je vais présenter dans le cadre de cette exposition ici à la galerie. Jean-Daniel, merci encore de nous accorder cet entretien. Je le dis au nom de la galerie, mais surtout au nom des étudiants de l'école des Beaux-Arts, qui pour moi, en tout cas, considèrent cette occasion-là comme une aubaine pour en apprendre davantage sur le métier d'artiste et surtout sur comment est-ce que ça fonctionne au niveau du marché global. Parce qu'il est vrai qu'ici, très souvent dans la formation, ce qui manque, souvent, c'est cette... comment je vais dire, c'est cette connaissance, cette compréhension des lois du marché, cette compréhension de comment est-ce que la vie d'artiste s'articule.
toi qui as une si longue carrière et qui as eu ce succès-là dans ta carrière, d'ailleurs, je t'en félicite. C'est pas Euh, moi qui le dis, hein, c'est toi, ça. oui, non, moi je le pense parce que j'ai lu quelques informations sur toi. Donc, je pense qu'ils aimeraient, les étudiants, aussi que tu leur parles un peu de comment est-ce que cette carrière-là s'est structurée. Toi qui es venu du monde de la publicité vers la création artistique, comment s'est faite la transition et comment est-ce que tu as réussi à organiser ta vie d'artiste? Alors, à la question suivante, c'est est-ce que les artistes qui sortent pas du couloir universitaire sont-ils autodidactes? Non, il y a quand même les cégeps, qui est avant le pré-universitaire où il y a des cours en art visuel, de peinture. Il y a des écoles d'art au Canada, mais des écoles privées ou des fondations qui offrent. Et il y a différentes avenues. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'artistes autodidactes, mais autodidactes qui viennent, si je prends mon exemple, soit des arts graphiques ou bien qui développent leurs compétences, leurs talents par la peinture. Ensuite, au niveau la question, c'est au niveau du marché, comment on rentre dans le marché, Oui. Mais ça, je pense, c'est le fait d'être artiste, c'est pas seulement, c'est pas un état d'être artiste, c'est vraiment une fonction. Puis la fonction de l'artiste, idéalement, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir vivre de son art, de sa peinture. Et là, il y a mille et une façons de faire et tout, mais ce qui est important, c'est de professionnaliser le statut d'artiste et je pense que le fait de savoir comment monter un portfolio, comment approcher une galerie, enfin toutes ces choses là qui sont importantes, parallèles à l'art, sont importantes. Bah, je suis sûr que il y a de la curiosité en face. Je suis sûr que certains aimeraient poser des questions. Je suis Emmanuela Ebi, étudiante aux Beaux-Arts d'Abidjan, au Master 2. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir à quel moment on se dit artiste. Est-ce que le titre doit nous venir de quelqu'un d'autre ou on peut s'auto-proclamer artiste? Moi, c'est Mélodie Esso, étudiante en Master 2 aux Beaux-Arts d'Abidjan. Et donc, je vous ai entendu dire qu'il y a des artistes autodidactes, d'autres qui sortent des écoles privées d'art et même de l'école publique, l'université. Et donc, comment se fait la promotion de ces artistes-là? Est-ce que les Canadiens s'intéressent vraiment à l'art? Donc, c'est ma question. Alors, la question c'est quand est-ce on peut se nommer artiste ou, c'est large, hein. Moi, des fois, je sais même pas ce que c'est un artiste, là, parce que c'est tellement le champ est tellement très complexe. large, avec tous les mythes qui viennent avec les artistes et, déjà même artiste peintre est un peu obsolète maintenant en Amérique du Nord. On parle d'artiste en art visuel, tout ça et tout. Mais disons, le fond de la question, je, je- je pense que c'est une bonne question, mais je pense qu'il ne faut pas trop y donner d'intérêt. Le fait est que lorsqu'on choisit cette voie-là de la création et on s'investit là-dedans, le statut qu'on peut vous donner est peu important. C'est pas si important. Et je pense que c'est par le déroulement du parcours et tout, où automatiquement vous serez dans cet étage, où vous ferez partie de cette communauté artistique ou de création. Et donc, on aimerait aussi savoir est-ce que les Canadiens s'intéressent à l'art? Parce que c'est comme ça que ça a été posé la question. Mais... ouais. Au Québec, il y a peu de culture reliée à la peinture, aux arts visuels. C'est assez récent, c'est un pays très neuf, le Canada, hein, qui se construit encore. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, c'est quelque chose d'étonnant parce que moi, en tant qu'artiste peintre là-bas au Québec, au Canada, je fais encore partie de l'histoire
de la peinture. Donc, c'est là qu'on voit, c'est vraiment très neuf. Mais il n'y a pas une culture à proprement dite liée aux arts. Les nouvelles générations qui arrivent, il y a un phénomène maintenant enfin, qui existe depuis plusieurs décennies, qui sont les collections d'entreprises. Il y a des galeries qui se développent, il y a des foires qui se font. Le marché s'est ouvert, mais par rapport à la Côte d'Ivoire, et c'est ce qui m'a plu ici, c'est que l'art est incarné dans chaque espace de la société d'où vous venez, que ce soit par la sculpture, tout est artistique. Au Canada, on est loin de là. Et ça se remarque par exemple chez les particuliers, où vous rentrez dans des résidences, en général, il y a peu ou pas de tableaux. À part dans ces nouvelles générations, souvent d'entrepreneurs qui sont versés à l'art et tout, et qui collectionnent. Donc, c'est ces deux cultures vraiment différentes. Donc, les Canadiens, oui, s'intéressent à l'art, mais il y a encore ces barrières psychologiques où les gens ont de la difficulté à rentrer dans une galerie. Donc, il y a encore du chemin à faire. Merci. Ma question, c'est de savoir si au Canada, dans les universités, est-ce possible que des étudiants exposent pendant leur formation artistique? Est-ce un étudiant en formation peut prétendre dire qu'il est artiste? Bonjour, je m'appelle Kwame Emmanuel, étudiant en atelier de peinture aux Beaux-Arts d'Abidjan. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'en tant qu'étudiant, il y a des stratégies possibles de pouvoir s'investir sur le marché de l'art africain ou peut-être européen? Donc, Jean-Daniel, les préoccupations qui ont été posées par le docteur Mominé et ensuite l'étudiant, c'est que à l'école des Beaux-Arts, justement, il y a souvent des opportunités d'exposition pour les étudiants. Mais il y a en fait une sorte de... Un mythe, en fait. Les gens sont divisés en deux groupes de parties. Une partie qui estime que un étudiant en formation peut déjà participer à des expositions, et une autre partie qui estime que l'étudiant, parce qu'il est encore en formation, ne peut pas exposer du fait qu'il ne peut pas signer ses toiles de son nom, puisqu'il n'est pas encore artiste ou diplômé pour l'être. Donc il y a ce mythe-là, en fait, qui existe depuis quelques années, depuis bien longtemps à l'école des Beaux-Arts. Donc il souhaiterait avoir peut-être ton avis là-dessus, peut-être pouvoir le comparer à comment ça se passe en fait chez toi au Canada. Alors, par rapport au Canada, bon, je parlais de cette filière universitaire et autres et tout, mais il y a rien qui est blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris et tout. Et je connais des artistes là, qui ont fait un doctorat et tout, qui sont dans des galeries commerciales et tout, qui sont formidables. Donc l'un et l'autre peuvent se compléter. Ce qu'il y a également comme phénomène, et ça c'est un cas de figure qu'on voit souvent, c'est des gens qui ont fini leurs premières études, leurs secondaires, qui exposent dans des galeries, qui se font un parcours artistique et qui reviennent à l'universitaire pour légitimer ou avoir ce prestige-là et tout, d'être diplômé d'une université canadienne. Donc, il y a différents cas de figure, mais des artistes, des étudiants, oui, il arrive souvent que des étudiants soient des gens en galerie, des personnes qui sont en galerie ou qui vendent leurs toiles et tout, qui les filment, qui reviennent aux études. Donc, il y a un peu comme je disais, il n'y a rien qui est blanc ou noir et tout. Il y a ces différents cas de figure, mais ce n'est pas aussi clair et tout, non. Il n'y a pas au Canada, il y a pas ce mythe, comme tu disais, de finir tes études, puis après pouvoir présenter ton travail avec une signature. Je suis Akomia Aïré Aliana, étudiante aux Beaux-Arts d'Abidjan. Alors, ma question est la suivante. Selon vous, quelle définition vous pouvez donner de l'art? Comment être un bon artiste? Alors, je suis Béic David, également étudiant aux Beaux-Arts.
Ma question se situe au niveau de son titre qu'il a donné par rapport à sa résidence. Il a dit Humanitude. Euh, J'aimerais savoir qu'est-ce qui l'a intéressé particulièrement dans le climat, dans l'ambiance de la population ivoirienne ou ce qu'il a vu de façon générale pour qu'il puisse aborder la question d'humanitude. Et deuxièmement, c'était une question plus personnelle, sa vision par rapport à l'art dans les années à venir. Alors, bonjour monsieur. Je suis Kofi Ndaïlisé, étudiant à l'IDSAC, en art bien sûr, aux Beaux-Arts d'Abidjan. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution artificielle qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le domaine de l'art? Est-ce que vous pensez que ça menace les créations? Parce qu'on voit aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent mixer plusieurs techniques en demandant soit à ChatGPT IA de créer et puis tout simplement, ils ont à afficher ça sur une toile. Ils ne fournissent pas d'efforts. Tandis que nous, on applique la matière, eux, c'est le numérique. Est-ce que vous pensez que ça a de l'impact sur la création pour les artistes? C'est ma question. On revient vers toi, Jean-Daniel, pour répondre à 4 préoccupations de 4 étudiants. Des questions pertinentes qui prennent tout leur sens justement dans l'actualité de ce que devient la création avec l'intelligence artificielle. Donc la question c'était de savoir, toi qui es parti de la publicité, toi qui étais dans ce monde de la publicité, quel regard justement tu portes sur la création? Est-ce que l'intelligence artificielle, l'avènement de l'intelligence artificielle est une menace pour la création, pour l'art en général, ou peut-être est-ce une aubaine pour la création? Donc ils aimeraient savoir quelle est ta position par rapport à cela. Il y a un autre étudiant qui veut savoir ce qui t'emmène en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui t'attire en fait dans la production quotidienne de la société ivoirienne et qui pourrait justement être une influence dans le travail que tu t'apprêtes à nous présenter lors de cette restitution de résidence. Une autre étudiante a demandé est-ce que comment est-ce que tu conseillerais un étudiant qui veut prendre des conseils auprès des aînés, des gens, des prédécesseurs, en fait, dans le but d'organiser sa carrière future? Avant cela, il y en a un qui avait demandé est-ce que on peut, en étant étudiant, structurer déjà une carrière d'artiste, en quelque sorte? Oh, il y en a des questions, hein. La première, par rapport au monde virtuel dans lequel on rentre et tout. Moi, dans mon art, je me nourris du temps. Moi, je viens d'une famille où ma maman était libraire, donc il y avait beaucoup de livres d'art. Et puis, tout ce qui est archivage, tout ce qui est référence au temps, tous ces témoins visuels dont on a accès me nourrissent pour créer mon art. Donc, je suis dans la matière, je suis dans la mémoire, je suis dans l'histoire, dans toute cette cartographie-là. Et je me nourris de ça pour créer mes tableaux. Donc, à partir de là, avec cette matière, puis de créer des tableaux, tous ces témoins-là, je les reprends, je donne une sorte de nouvelle vie à tout ce matériel qui m'est proposé. Et par rapport au monde virtuel, je dirais une chose, c'est qu'il y a, pour moi, je pense qu'il n'y a rien qui va remplacer une vraie toile. Quand on est dans le monde virtuel, on m'a déjà posé la question, est-ce que je veux rentrer dans le monde des NFT, est-ce que l'intelligence artificielle, tout ça, tout ce qui est virtuel est clinique, c'est froid. Ouais. Et c'est sûr que c'est sûr qu'avec la robotisation, maintenant, on pourra même faire des toiles en 3D, comme il se fait déjà pour la sculpture et tout. Mais l'émotion qu'on a devant un travail qui est fait manuellement, cette touche humaine qui définit une œuvre, je pense qu'elle sera jamais dépassée
pas par leur virtuel, qui est pour moi un mensonge quand on commence à partir là-dedans. En quelque, Au sorte, contraire, en quelque sorte, est-ce que tu es en train de nous dire que euh, c'est la touche humaine, en fait, c'est la production humaine qui confère à l'œuvre une âme, en fait? Parce que ce on qui peut manque dire au ça, virtuel, on c'est peut justement dire cette ça. âme. Mais j'irais même plus loin. Je pense que plus on va avancer dans ce monde virtuel, on parlait d'intelligence artificielle, tout ça et tout. Maintenant, on regarde des nouvelles et tout, on sait plus ce qui est vrai du faux et tout. Plus on avance là-dedans, plus la peinture faite, je vais dire d'une façon traditionnelle, Prendra toute sa ou noblesse. dans la reproduction aussi mécanique, tout ça et tout, plus notre art et les artistes auront leur raison d'être dans ce monde-là. Et ça, j'en suis persuadé. Donc, plus on avance dans ce virtuel, plus la peinture a sa raison d'être, si on parle de peinture. Et donc, on peut bénéficier des avancées technologiques. Par exemple, quand je parlais, par exemple, d'archivage et tout, on peut avoir maintenant des banques d'images formidables pour les intégrer dans notre art. Mais tant que c'est fait mécaniquement, c'est tout je ne pense pas que c'est une menace, cette arrivée du virtuel. Au contraire, ça renforce notre position je ne veux pas dire d'artisan, mais dans le mot artisan, il y a le mot artiste. Donc, dans ce côté matériel de la chose. Le deuxième volet de la question, c'était ce qui m'a amené ici en Côte d'Ivoire, ce qui me nourrit en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui me nourrit ici, bon, déjà, il y avait, comme je l'ai dit auparavant, cette connexion avec l'art, où l'art est vraiment incarné, et où j'ai vraiment ressenti, par exemple, où ici, il y a encore vraiment un sens à tout ce qui est artistique. Et ça vient des traditions, ça vient de tout objet utilitaire, que ce soit un ustensile artistique, traditionnellement parlant. Et ça m'est rentré dedans vraiment, ma vie a à nouveau augmenté et ça m'a nourri. Et quand je viens ici, alors c'est cet esprit-là, mais aussi toute cette... dans le travail que je fais actuellement, je me suis inspiré, j'ai trouvé des anciennes cartes postales ou des anciennes cartes géographiques, enfin tout ce qui fait un peu l'histoire iconographique du pays, que ce soit des timbres-poste, de la Côte d'Ivoire, enfin tout ce qu'il y a et tout, pour m'exprimer avec des repères d'ici. Que j'ai fait en Suisse avec des repères suisses, que je vais faire en France, que je fais au Canada, partout. Donc l'idée est la même, le message est le même, on dit toujours la même chose en tant qu'artiste, mais d'une façon différente. Mais elle est teintée ici, effectivement, de tous. Je suis dans un bain culturel, hein, on est une éponge, et puis c'est sûr que tout m'influence. Les tissus africains, le wax, là, par exemple, j'en incorpore beaucoup dans mes tableaux maintenant. C'est toutes ces choses-là, ce matériel que je prends pour m'exprimer. Jean-Daniel, est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu penses que ton travail, justement, est-ce que tu te positionnes, au début de ta carrière, est-ce que tu te positionnais justement pour faire un travail qui gagne très vite la valeur marchande? Et donc, est-ce que c'est la valeur marchande qui était le facteur déterminant pour toi par rapport à la qualité de ton travail, ou est-ce que tu es carrément détaché de cela? Et surtout, moi, je ne sais pas quelles sont tes cotes en ce moment sur le marché global de l'art, mais quel est ton positionnement par rapport à cela? Alors, c'est une large question. Si on parle du marché de l'art, on parle beaucoup maintenant de succès, de carrière. D'ailleurs, pour moi, le mot carrière, c'est une notion qui m'échappe complètement. Parce que c'est un des très très rares métiers d'être artiste qui se bonifie avec l'âge. Il n'y a pas de retraite. Donc, s'il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de carrière. Pas de carrière. Mais ça, c'est un angle personnel. Au niveau du marché de l'art, il faut faire attention. 80% de ce qui se vend à travers le monde en œuvres d'art, c'est moins de $3 000 l'œuvre. 3 000 euros.
3 000 euros. Oui. Ce qui reste, là, le 20%, ou un peu moins de 20% et tout, c'est toutes des œuvres qui se vendent à moins de 10 000 euros. La petite partie qui reste, c'est 10 000 et plus. C'est Des gros une records, en sculpture, par exemple, d'un Giacometti ou même de personnes, d'artistes actuels, atteignent des 70 millions, 100 millions, 120 millions. Ça, c'est vraiment... Il faut pas, je ne pense pas qu'il faut se laisser distraire par ça. Il y a ce phénomène également des foires. Tu sais, toutes les foires à travers le monde, il faut être si vous commencez à vous intéresser aux foires, je pense que chaque ville d'envergure a sa foire. C'est phénoménal. Donc, c'est un autre canal que des galeries choisissent d'être à des foires, c'est tout, et puis d'être dans ce courant-là. Maintenant, à la question de savoir est-ce que c'est l'œuvre qui définit la cote ou inversement. À nouveau, on fabrique des artistes, on peut fabriquer des artistes et on rentre dans un système. Je pense que c'est la même chose dans le système de la musique. Ou dans les sports, par exemple. Dans les sports, j'entends, tu sais. Et alors, sur le nombre de footballeurs qu'il y a à travers le monde, ce ne sont pas tous des Maradona, puis des... Tu vois, donc moi, je suis loin de ça. C'est quelque chose, oui, c'est des success stories, là, c'est intéressant et tout, mais il y a des questions de mode, il y a des questions Moi, je suis toujours frappé de voir des magazines d'art, par exemple, qui ont été édités il y a 20 ans ou 30 ans, et de constater que dans ce magazine, ben, peut-être 80%, 90% des artistes dont on parle sont complètement inexistants. Il y a un artiste, une artiste canadienne qui s'appelle Marcel Maltais, qui avait écrit dans ses notes d'atelier sur les modes, justement, où il fallait prendre ça avec des pincettes. Elle avait écrit quelque chose de très beau, c'est très poétique et très juste. C'est ce qui est dans le vent et le destin des feuilles mortes. Donc, la finalité de la démarche, quand on est artiste, c'est de durer dans le temps. Et lorsqu'on achète une œuvre, on achète toujours le parcours du peintre. Alors, c'est sûr qu'il y a des jeunes peintres qui sont exceptionnels dès le début, et des collectionneurs les encouragent, c'est bien, et j'espère pour eux que ça continue. Mais de ce marché de l'art, comme on veut nous le vendre actuellement, je me tiens un peu éloigné de ça. Surtout maintenant, je ne sais pas ici, mais en Amérique du Nord, quand on parle de culture, maintenant on parle d'argent. Oui. On parle de retombées économiques, on parle de subventions, de festivals, de ci et ça. Puis, il ne faut pas être distrait en tant qu'artiste. Je pense qu'il faut vraiment suivre ce qui nous anime intérieurement pour suivre ce qu'on a à dire et de croire en ce qu'on fait et pas être ébloui par tout ça. Merci. Mais merci beaucoup, Jean-Daniel, au nom de la galerie Eureka, de nous faire l'honneur justement de cette résidence et de cet échange enrichissant. Merci également aux étudiants de l'École nationale des beaux-arts qui ont participé à ce numéro de colloquium. En attendant la restitution de la résidence qui te reçoit en ce moment, on te dit bon travail et bon séjour à Abidjan. Merci à vous tous de nous suivre sur Colloquium et rendez-vous sur Eureka TV.